Idubu tevet tibiblai, ika gade moi anzi, ika pramaï pour déposer siti figuier en moi en bénédiction. J'ai toujours vu ma grand-mère comme une drôle de femme un peu ronde, qui aimait les bijoux en or, les marées-têtes, sa Bible et son canari. Si petite, elle me parlait souvent de la religion catholique et des bienfaits des croyances pour donner un sens à la vie. C'est lorsque mon âge fut plus avancé qu'elle s'autorisa à me parler de l'histoire de la Caraïbe. Entre les premières révoltes dans les colonies, ou bien même la départementalisation, ou encore le droit de vote des femmes dans les départements d'outre-mer. Elle me parlait avec passion de mai 67, de la prise de position de Gertier Archimède pour les luttes sociales féministes, de l'ère Chevry et la manière dont Michaud a propulsé la Guadeloupe sur la scène nationale. Les quelques poignées de femmes dont elle me parlait m'ont fascinée. Ce sont ces histoires qui m'ont poussée à parler des femmes politiques guadeloupéennes qui ont façonné le paysage politique de l'île aux papillons. C'est au jour du 19 mars 1946 que la République consent, après de nombreuses réticences, à octroyer à la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et à la Guyane française le statut de département d'outre-mer. Si l'idée de départementalisation a été proposée à plusieurs reprises suite à l'abolition de l'esclavage de 1848, c'est dans un contexte d'après-Seconde Guerre mondiale qu'elle voit le jour. La départementalisation, mot créé par Aimé Césaire, est issue de 3 propositions de loi des représentants des anciennes colonies, Aimé Césaire, Léopold Bissol, Gaston Monnerville et Raymond Vergès. La question de la départementalisation est l'aboutissement du long processus d'assimilation à la République française qui a commencé depuis l'abolition de l'esclavage de 1848. L'adoption de la loi de la départementalisation au sein des Antilles françaises met en exergue des hommes de lettres et des figures politiques masculines. Mais qu'en est-il de la femme noire antillaise ? Va-t-elle pouvoir monter à l'échafaud ? En quoi se place-t-elle en écho au sein des luttes des droits des femmes en France ? Ce documentaire nous permettra de mieux comprendre la femme politique guadeloupéenne, de la départementalisation à nos jours et de quelle manière elle s'intègre et façonne le paysage politique guadeloupéen. Les femmes ont tout pouvoir dans leur foyer. Pourtant, en politique, ce sont les hommes qui l'ont. Ce paradoxe d'une société dite matrifocale questionne. En Guadeloupe, les femmes sont souvent considérées comme le pilier central du foyer. Dans cette société qui porte en elle l'héritage du colonialisme, l'image des femmes est conditionnée par la vision morale de l'Église catholique. La respectabilité des femmes passe par le mariage qui est essentiel notamment au XXe siècle. Par ailleurs, on attend des femmes, plus qu'ailleurs, qu'elles soient des mères, qu'elles soient féminines et pieuses. Si le foyer pour les femmes est le lieu où s'exercerait prétendument leur pouvoir, elles n'échappent pas à la domination masculine pour autant. Les hommes dominent à la fois la sphère privée, le foyer, et la sphère publique, la politique. Les femmes sont certes dotées d'une autorité féminine, mais la matrifocalité ne nie pas des rapports de pouvoir inégaux entre les hommes et les femmes. Le champ politique en constitue un terrain d'expression privilégié. Il y a un décalage paradoxal entre le pouvoir prêté aux femmes et finalement leur position dans le système politique guadeloupéen. Ce pouvoir au sein du foyer est une illusion qui cantonne les femmes à des tâches ingrates et les empêche d'obtenir la reconnaissance qu'elles méritent en politique. L'ordonnance pour le suffrage féminin de 1944 et la départementalisation de 1946 a pour effet d'intégrer les femmes antillaises dans la vie politique. Il faut cependant rappeler que les femmes guadeloupéennes, bien avant d'avoir le droit de vote, ont participé à la vie politique, notamment lors de l'affrontement entre Achille René Boisneuf et Hégésippe Légitimus entre 1898 et 1914. Pendant cette bataille politique entre les deux hommes, les femmes ont participé en montrant leur soutien, en arborant les foulards aux couleurs respectives des deux politiciens. Les femmes des anciennes colonies françaises ont revendiqué leur droit de vote à travers des actes militants comme la création d'associations féminines ou des revues. La création des associations de secours mutuels en Guadeloupe catalyse les revendications sociales et juridiques des femmes antillaises. On peut s'interroger tout de même en ce qui concerne la place des femmes antillaises dans les partis politiques. À quel bord politique sont-elles attachées ?
Ce sont les partis socialistes et la franc-maçonnerie qui intègrent premièrement les femmes. Si les femmes sont souvent reléguées au rang de maîtresses de foyer et que leur influence ne semble en apparence ne pas s'étendre au-delà de ces quatre murs, on remarque que dès le début du XXe siècle, ces dernières font partie de la vie politique guadeloupéenne, au travers de diverses associations, comme le groupe des femmes socialistes, créé en 1902, la Société des vraies filles de Schellcher et la Société des filles de la Victoire participaient à toutes les manifestations organisées par le Parti socialiste. Ces sociétés mutualistes ont permis aux femmes de s'intégrer au milieu qui jusqu'alors était essentiellement masculin. L'insertion des femmes politiques guadeloupéennes se fait essentiellement par elles-mêmes, au travers de leur investissement dans les sociétés mutualistes, mais aussi grâce à l'aide de leurs maris. La création de journaux fait aussi partie de la lutte des revendications féminines. On retrouve 2 journaux féministes, Pointe-à-Pitre, 1911-1912, et l'Écho de Pointe-à-Pitre, 1918-1921. Pour ne citer que l'Écho de Pointe-à-Pitre, c'est un journal où les collaborateurs sont majoritairement des femmes. Il est notamment question de sensibiliser les femmes guadeloupéennes, bien sûr, aux questions sociales et politiques qui traversent l'époque. La question centrale étant le suffrage des femmes. Cette question travaille la société française de l'époque et donc, par ricochet, la société guadeloupéenne. Le droit de vote des femmes devient la porte d'entrée officielle des femmes guadeloupéennes sur la scène politique de leur archipel. Si de nombreuses figures féminines se démarquent au sein des sociétés mutualistes, les femmes ayant fraîchement obtenu le droit de vote ont la possibilité de faire partie intégrante de la vie politique de la République française. Les femmes martiniquaises, guyanaises et réunionnaises ont obtenu le droit de vote au même moment que les femmes de la France hexagonale. C'est le 29 avril 1945 que ce droit s'applique dans le cadre des élections municipales. En Guadeloupe et en Martinique, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à s'inscrire sur les listes électorales. La loi de départementalisation de ces territoires ultramarins de 1946 permet au droit de vote des femmes de s'établir fermement, car toutes les lois appliquées en hexagone sont aussi adoptées dans ces nouveaux départements d'outre-mer. La vie politique depuis la départementalisation est mouvementée. Les partis dominants s'inscrivent dans les courants socialistes, communistes ou gaullistes. Dès 1946, Eugénie Eboué-Tel et Gertier Archimède vont dominer la scène politique guadeloupéenne en se faisant élire députés à l'Assemblée nationale de la 4e République. Cette rivalité s'inscrit surtout dans la dynamique globale de la politique en Guadeloupe. En effet, la section guadeloupéenne du PCF, dirigée par Rosan Girard, et la SFIO de Guadeloupe, dirigée par Paul Valentino, s'opposent lors des élections pour l'hégémonie. La ligne défendue par Gertier Archimède s'inscrit dans une vision plus radicale, d'autant plus que le Parti communiste français défend l'idée d'une autonomie politique suite à l'échec de la départementalisation. Gertier Archimède sera cependant battu aux élections législatives de 1951 par Eugénie Eboué-Tel. Dès les années 1960, de nouvelles figures féminines font leur apparition sur la scène politique de la Guadeloupe. Albertine Bacquet, née le 1er décembre 1922 à Grand-Bourg-de-Marie-Galante, est une institutrice qui est élue dès 1965 à la tête de la commune de Saint-Louis-de-Marie-Galante. Elle s'inscrit dans le courant des gaullistes et défend une vision gaullienne de la Guadeloupe. Sa position politique va la faire entrer en rivalité avec Gertier Archimède et les communistes, mais aussi avec les indépendantistes. Elle est élue députée en 1967 sur la liste de l'Union démocratique pour la République, mais sera vite battue en 1968 suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Sa défaite, au niveau national, aura pour conséquence la perte des élections municipales de 1971, date à laquelle elle se retire progressivement de la vie politique. C'est dans les années 1980 qu'apparaît une des figures emblématiques de la vie politique en Guadeloupe, Lucette Michaud-Chevry. En 1982,
Elle est la première Française à devenir présidente du Conseil général. Elle fut mairesse de Courbet de 1987 à 1995, puis à Basse-Terre de 1995 à 2001. Et elle reprend de nouveau le flambeau de Basse-Terre de 2008 à 2014. En tant qu'ancienne mairesse de Basse-Terre, elle s'est battue contre la loi des Fers, qui est une loi de décentralisation. Elle devient un exemple pour sa fille et Madame Chevry en a bien conscience. Je ne vais pas m'incliner devant la violence et la méchanceté. Marie-Luce, elle, est née politiquement dans un climat où la présence d'une femme était désormais naturelle. La fille de l'ancienne mairesse de Basse-Terre, Marie-Luce Blanchard, est la première ultramarine à occuper la fonction de ministre des Outre-mer. Ainsi, l'histoire des femmes en politique en Guadeloupe est une histoire qui s'inscrit dans le rapport colonial de ce territoire à la métropole, la France. Si depuis 1848, les hommes colonisés au lendemain de l'abolition avaient obtenu le droit de vote, il a fallu pour les femmes qu'elles attendent 1944 et la départementalisation de 1946 pour que celles-ci puissent jouir pleinement de leurs droits politiques. On constate l'appétence des femmes à faire usage de leur droit de vote, d'autant qu'elles sont les plus nombreuses inscrites sur les listes électorales en 1945, date des élections municipales. Si la politique est un sport masculin et que les femmes doivent s'y faire une place, les femmes guadeloupéennes n'ont fait qu'occuper l'espace politique qui leur était dû. Les figures féminines qui se détachent depuis 1946 démontrent aussi que les femmes ne veulent plus se cantonner à la sphère privée, mais montrent à la société qu'elles ont des idées, des rêves et des espoirs.